Bonjour à tous, il est économiste, essayiste, a été pendant 6 ans chef analyste au sein du cabinet Xerfi avant de créer sa propre société de conseil et d'analyse Asteres. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Je vous propose de commencer rapidement sur Thomas Piketty, de revenir sur cet épisode qui a fait pas mal parler le week-end dernier, son refus de la Légion d'honneur. Est-ce qu'il a eu raison de refuser cette récompense ? En tout cas, il en a parfaitement le droit. Je trouve que l'argument qu'il a donné est bon, à savoir que c'est pas forcément à l'État ou au gouvernement de décider qui est honorable ou pas. Je trouve que c'est un argument assez libéral d'ailleurs, ce qui est un peu étonnant venant de sa part. Mais enfin, c'est un argument qui est très recevable du point de vue intellectuel et d'autres avaient refusé la Légion d'honneur. Marcel Aimé l'avait refusé dans des termes qui étaient extrêmement amusants. Enfin, je trouve que tout ça est plutôt bien. Alors, sur le fond, je trouve que Thomas Piketty met le débat à très haut niveau. C'est très bien. Il représente la France à l'étranger. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais je ne vois que de bonnes choses à son succès. Alors, le début de l'année commence très mal sur les marchés qui ont sérieusement dévissé hier. En Asie, cette nuit, ça a également dégringolé. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas Bouzou, aujourd'hui ? On nous annonçait depuis des semaines des signaux au vert, la baisse des prix du pétrole, bien sûr, la baisse de l'euro, qui est une bonne nouvelle pour les économies européennes. Pourquoi ce climat difficile en ce début 2015 ? Je crois que ce qui inquiète les marchés, c'est la volatilité, c'est-à-dire la rapidité des mouvements. Que le pétrole baisse, c'est plutôt une bonne chose pour la conjoncture à court terme. À long terme, c'est autre chose, parce que je ne suis pas sûr que notre avenir soit dans le pétrole. Mais à court terme, ça redonne du pouvoir d'achat aux ménages, des marges aux entreprises, donc c'est bon. L'euro, c'est une excellente nouvelle pour l'économie européenne. La baisse de l'euro, c'est la meilleure nouvelle. C'est un immense plan de relance par l'extérieur qui ne coûte absolument rien aux finances publiques. Donc tout ceci est bon. Simplement, on voit qu'il y a beaucoup de volatilité. Et puis, on voit aussi que ces deux évolutions, pétrole et euro, sont le symptôme d'éléments qui sont quand même assez négatifs pour le coup. C'est-à-dire que la baisse des prix du pétrole vient essentiellement du ralentissement de la croissance en Chine, qui à mon avis est un ralentissement qui n'est pas problématique sur le long terme, mais qui est assez brutal néanmoins. Et puis, bien évidemment, les déboires de l'euro viennent de ce qui se passe en Grèce, et qui pour le coup est un sujet tout à fait sérieux. Alors la Grèce, que vous connaissez bien, la situation politique et économique de ce pays, vous la connaissez bien. Comment est-ce que vous voyez cette échéance électorale de la fin janvier ? Est-ce qu'une victoire de Syriza vous semble aujourd'hui probable ? Alors c'est possible, mais on fait comme si Syriza allait forcément gagner les élections. Pour l'instant, Syriza est assez haut dans les sondages, à 27-28%, mais Nouvelle Démocratie, le parti de l'actuel Premier ministre, Anthony Samaras, est à 25% à peu près. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Vous avez un Premier ministre qui a mené des réformes extrêmement douloureuses. Vous avez un taux de chômage qui a été multiplié par 3 depuis le début de la crise, et vous avez 25% du corps électoral qui dit, au fond, nous considérons que ce qui a été fait devait être fait, l'horizon aujourd'hui est dégagé, et nous sommes prêts à vous redonner un mandat. Donc c'est complètement comparé avec la situation en France. François Hollande n'a pas une cote de popularité de 25%, alors qu'il a moins réformé, je peux vous le dire, qu'Anthony Samaras. Donc on va voir, il reste 2 ou 3 semaines de campagne, il n'est absolument pas certain que Syriza gagne. Syriza gagne, il n'est pas du tout certain qu'il puisse gouverner, c'est-à-dire avoir une alliance, parce que 25 ou 28%, c'est pas suffisant pour gouverner la Grèce. Donc je crois qu'il faut pas s'énerver. On peut parfaitement, dans un mois, avoir comme aujourd'hui un gouvernement de coalition. Et je pense que c'est très souhaitable pour les Grecs, dans la mesure où l'essentiel des réformes en Grèce a été fait. Je veux dire, les exportations aujourd'hui repartent, elles sont même élevées. Le PIB par habitant est stabilisé. Il a perdu 10 ans. D'accord, mais aujourd'hui il est stabilisé, le chômage commence à diminuer, les recettes publiques, c'est très important, les recettes fiscales représentent aujourd'hui 36-37% du PIB, c'est pas mal du tout. Donc je dirais que le gros des réformes a été fait, donc maintenant il faut en attendre les fruits en quelque sorte. Il serait très dommage pour la Grèce de faire une croix sur ces réformes qui ont été faites en votant pour un parti qui veut nous lancer dans une aventure dont on maîtrise mal les conséquences. Oui, et puis voilà un pays qui est susceptible de profiter à plein de la baisse de l'euro. Exactement, ça, mais bien sûr. La baisse de l'euro est une bonne nouvelle pour les pays qui sont les mauvais élèves en matière de compétitivité, c'est-à-dire la Grèce, l'Espagne, le Portugal et la France, voilà. Et l'Italie, bien évidemment. Donc pour nous, c'est une excellente nouvelle. Prenez le simple secteur du tourisme, qui marche d'ailleurs plutôt bien en Grèce, plutôt mieux. Le coût du travail a beaucoup baissé, donc les prix ont baissé. C'est ce qu'on a appelé la dévaluation interne. Si à cette dévaluation interne, vous avez en plus une dévaluation monétaire, je peux vous dire que les exportations grecques, qui se portent plutôt pas mal, y compris le tourisme, vont encore accélérer. Alors, je ne suis pas du tout en train de vous dire que la situation de la Grèce est bonne. Elle est socialement absolument dramatique. Mais ce que je veux dire, c'est que la Grèce est entrée dans un mécanisme aujourd'hui d'amélioration. L'ajustement macroéconomique a été réalisé, il est terminé.
Alors, le piège pour un pays comme le nôtre, pour revenir à la baisse de l'euro, c'est de se contenter de cette bouffée d'oxygène bienvenue pour ne pas aller plus loin dans les réformes. Est-ce que c'est ce que vous craignez en 2015 ? Oui, bien sûr. Non, mais c'est ce qui va se passer. De toute façon, le président de la République l'a redit ces derniers jours. Il considère au fond que les réformes qui devaient être faites ont été réalisées, que le CICE, le pacte de responsabilité, ce sont des choses absolument géniales. Je pense que c'est bien. Je ne pense pas que c'est génial. Ouais. Je pense que c'est bien. C'est un début. Et il pense qu'avec cette conjonction de la baisse de l'euro et de la baisse des prix du pétrole, la conjoncture va s'améliorer et ce qui sera suffisant. Alors, il a raison, je pense que la conjoncture va fortement s'améliorer. On a un environnement international qui est absolument excellent. On a un alignement des planètes entre le pétrole, la fin de l'austérité chez nos grands partenaires commerciaux et la baisse de l'euro. Je pense qu'on va avoir plus d'1% de croissance cette année. La difficulté, c'est que ça risque de mal embrayer sur le chômage. Le sujet numéro 1, c'est le chômage. Vous avez deux composantes dans le chômage. Une composante conjoncturelle, elle va forcément s'améliorer un petit peu avec la croissance, mais le gros du chômage en France, c'est du chômage structurel, et le chômage structurel, c'est pas seulement le coût du travail, c'est aussi la réforme du marché du travail, c'est la formation continue, c'est l'éducation, et de tous ces sujets, on parle très peu, un tout petit peu du droit du travail via la réforme des prud'hommes dans la loi Macron. Ouais. Voilà, on commence, mais c'est vraiment le tout début. La loi Macron, justement, dont vous venez de parler, et dont on parlera beaucoup à la fin du mois, puisqu'elle arrive en discussion à l'Assemblée, vous en attendez beaucoup dans ce contexte ? C'est là aussi une bouffée d'oxygène potentielle pour l'économie française ? Du point de vue macroéconomique, non. Bien évidemment, c'est marginal, mais c'est une loi signal, néanmoins, qui est très importante, qui conforte le virage en faveur de l'économie de l'offre, qui a été pris il y a 1 an par le président de la République. Et donc, si on n'arrive pas à faire cette loi, ou si cette loi sort du Parlement dans une position, dans un état minimaliste par rapport à ce qui avait été prévu, je pense que ce sera un très mauvais signal qu'on enverra en matière de cohérence. Ce qui pêche aujourd'hui le plus en matière de politique économique en France, c'est la cohérence. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le choc de simplification et de l'autre, vous avez le compte pénibilité, pour caricaturer. Et donc du coup, on a beaucoup de mal à comprendre tout ça. D'un côté, le président de la République nous dit pas d'impôt nouveau, et d'un autre côté, il nous annonce une taxe Tobin qui va être mise en place très rapidement. Donc c'est très difficile de s'y retrouver. Et la loi Macron, elle va dans le sens qui, à mon avis, le sens souhaitable de l'économie de l'offre. Alors, quand vous rentrez, puisqu'il y a beaucoup de choses, vous le savez, dans la loi Macron, quand vous entrez dans le détail de la loi Macron, je pense néanmoins qu'on ouvre des brèches qui sont très intéressantes. Notamment, j'évoquais la question des prud'hommes, qui, à mon avis, est le meilleur morceau, pour parler un peu vulgairement, de la loi Macron. Là, on est quand même sur des sujets nouveaux qui sont tout à fait intéressants. J'aimerais qu'on dise un mot pour conclure de la grève des médecins. Un sujet que vous connaissez bien, là aussi. Vous êtes un spécialiste de l'économie de la santé. Vous êtes notamment farouchement opposé à la généralisation du tiers payant. Pourquoi ça ? Bien sûr, parce que le tiers payant signifie une augmentation de la consommation de soins. Or, la consommation de soins, si les gens ont l'impression de la gratuité, ils vont... Enfin, c'est une loi économique, je suis désolé d'enfoncer une porte ouverte, mais dont on est sûr à 100%. Les gens vont consommer davantage de soins. Or, la problématique de la France, comme de tous les grands pays développés aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'on finance des thérapeutiques nouvelles, notamment en matière de cancérologie, qui sont très très chères. Et donc, il faut consommer un peu moins de soins de ville, il faut que les gens aillent un petit peu moins chez le médecin, ou qu'ils aillent chez le médecin quand ils ont des pathologies qui nécessitent véritablement des soins. Il faut qu'on fasse des économies là pour redéployer beaucoup d'argent dans le domaine de l'hépatite C, dans le domaine de l'oncologie, dans le domaine des trithérapies, etc., dans le domaine de la génétique, dans toutes ces innovations qui sont prodigieuses. Moi, je travaille dans le domaine de la cancérologie. On peut faire des choses prodigieuses à l'horizon de 10 ou 15 ans. Techniquement, on le peut. Économiquement, on n'est pas prêt. Donc tout l'enjeu de la réforme des systèmes de santé, c'est ça. Je comprends un peu le malaise des médecins. Alors les médecins sont un peu corporatistes. Je pense qu'on peut trouver des accords avec les médecins. Il faut les payer plus. Ouais. Franchement, c'est pas sérieux. Les salaires des médecins en France, notamment dans le secteur 1, sont pas sérieux. Et en contrepartie, il faut leur demander de faire des actes avec une valeur ajoutée un petit peu plus forte qu'aujourd'hui. Mais ce que je comprends en vous entendant, c'est que ce que vous considérez comme nécessaire, indispensable, c'est une remise à plat de tout le système. Là, on se focalise aujourd'hui sur la question des médecins, mais c'est tout le système qui doit être repensé. Pardonnez-moi de jargonner, mais on est dans une problématique qui est systémique. C'est-à-dire qu'au fond, il faut que chaque étage du système de santé monte en valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il faut que l'hôpital soit vraiment le lieu du dernier recours. Ouais. Il faut que un médecin, je dis toujours, quelqu'un qui a une angine doit aller chez le pharmacien, et le médecin, c'est pour la personne qui a une pneumonie. Vous voyez ? Donc il faut vraiment médicaliser l'ensemble du secteur pour faire des gains de productivité, et c'est ça ce qui va permettre de réguler la dépense, mais par le haut.
haut, de sortir la dépense par le haut, parce que moi, ce qui me fascine dans le secteur de la santé, c'est que en se réorganisant, on peut faire mais beaucoup mieux. Et derrière ça, vous avez des enjeux majeurs en matière de santé publique et en matière économique. Là, je trouve qu'on a un formidable secteur pour faire davantage de croissance et mieux, pour faire du mieux. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. À bientôt.